L'Afrique centrale qui souhaite lancer sa propre crypto-monnaie. C'est du moins ce que laisse penser un document produit par le ministère des Finances du Cameroun, en collaboration bien sûr avec des organismes de la CEMAC, qui parle des crypto-monnaies. Un document assez complet qui brosse un panel global des crypto-monnaies. Non seulement on parle des risques des crypto-monnaies, on parle également des différents avantages. Donc tout cela nous laisse penser que l'Afrique centrale s'intéresse déjà vraiment au sujet et peut-être souhaite lancer sa propre crypto-monnaie. Nous avons donc commencé il y a quelques temps une série de vidéos sur cette question-là. Et notamment sur ce document-là où on le lit ensemble et on essaie de le disséquer au fur et à mesure. Donc vous trouverez plus haut des vidéos qui mènent vers les parties précédentes. Aujourd'hui c'est la partie 4 et on va continuer cette lecture-là. Allons-y. Du fait de leurs caractéristiques et de leur mode de fonctionnement, les monnaies virtuelles présentent des risques que les criminels considèrent comme des opportunités. Compte tenu de leur anonymat et de leur non-traçabilité, les crypto-monnaies apparaissent comme un des moyens privilégiés pour servir d'intermédiaire dans les échanges, dans le cadre d'économie illégale, blanchiment d'argent, trafic d'armes et drogue et terrorisme. Alors, il faut avoir un avis très mitigé par rapport à cette partie-ci. Certes, ça c'est une vérité, il ne faut pas l'enlever parce qu'il ne faut pas faire comme si on est fanatique des crypto-monnaies. Non, pas du tout. Il faut toujours avoir un sens du jugement assez poussé. Les crypto-monnaies fondamentalement présentent un risque dans le sens des activités criminelles. Parce que, mis à part le fait que sur certaines plateformes, il faut une identification pour pouvoir les utiliser. Identification d'ailleurs qui peut être contournée. Il y a des wallets totalement décentralisés et qui n'ont même pas besoin d'authentification. Ça veut dire certains criminels peuvent être amenés à aller vers ces wallets-là pour effectuer des transactions de grosses sommes sans qu'il y ait une vérification, sans qu'il y ait de potentiel, on va dire quoi, blocage des fonds ou quoi que ce soit du genre. Donc ça, c'est une vérité. Mais d'autre part, la blockchain permet de garder toutes les traces. Donc, il faut également préciser ça parce qu'ils ont fait ici comme si c'est totalement intraçable. C'est pas totalement intraçable. Il y a les traces de toutes les transactions qui ne peuvent pas être supprimées. Les traces sont là, mais faire la liaison avec quelqu'un, c'est ça qui n'est pas facile. Mais des enquêtes poussées en général, on réussit toujours à trouver le propriétaire d'un wallet. Bon, c'est vrai qu'il suffit que l'enquête soit assez costaude, le montant par exemple blanchi ou détourné soit assez conséquent. Donc il faut préciser ça pour cette partie-ci. Donc on continue. Trop de volatilité et piratable. Les crypto-monnaies sont des valeurs virtuelles non adossées à des actifs réels, oui. Elles sont en conséquence très volatiles. Alors, pour cette partie-ci, même la monnaie réelle, la monnaie fiat qu'on utilise n'est adossée à rien. Vous le savez que depuis, je crois, 1900 quelque chose, le président Nixon a enlevé la parité, en fait. Le fait que l'or soit un collatéral du dollar. Donc, depuis lors, les monnaies n'ont plus vraiment de valeur intrinsèque, si ce n'est la confiance que les utilisateurs portent en elles. Donc, cette introduction-là est valable également pour les monnaies du monde réel. D'après Diary 2015, le Bitcoin a été plus volatile que l'or et les principales devises nationales sur une période. Oui, ces volatilités rendent les investissements trop risqués. Par ailleurs, aucune autorité ne veille à la situation des coffres-forts électroniques et les porteurs n'ont aucun recours en cas de vol des pirates informatiques. Alors, c'est également vrai ça. Mais il faut rappeler que la volatilité du Bitcoin et des autres crypto-monnaies en général sont dues à leur, on va dire, jeunesse. Parce que si on le constate au fil du temps que le Bitcoin est connu, il prend de l'ampleur, la volatilité du Bitcoin baisse. Ce n'est plus comme avant où le Bitcoin pouvait facilement quitter de 1 euro à 3000 $, retomber, non. Maintenant, la volatilité du Bitcoin est en train de baisser et ça continuera à baisser au fil du temps quand tout le monde va commencer vraiment à avoir ça comme monnaie, par exemple, qu'ils utilisent au quotidien. Tellement que la masse sera importante, il ne sera plus possible de faire varier le marché avec 200 millions de dollars, 1 milliard de dollars. Parce que ce sera vraiment énorme. Ce que pensent les institutions financières. S'il est établi que les crypto-monnaies représentent un grand risque pour la stabilité financière et même économique, leur succès inquiète les institutions financières qui tentent de les réguler ou de créer leur propre monnaie numérique nationale. En effet, la crise de confiance qui a été par rapport à toutes les économies touche au secteur bancaire. Donc c'est pour ça que le Bitcoin, l'Ether ont un peu pris le pouvoir. Parce qu'il faut le dire, les crypto-monnaies ont été créées après la crise des subprimes en 2009.
Donc, c'est en fait la perte de confiance dans le système bancaire normal, traditionnel, qui cause le succès des crypto-monnaies. Donc, on dit, en nous, les crypto-monnaies ne sont plus des objets de simple spéculation, mais deviennent de plus en plus de véritables monnaies et des placements à long terme. Cette situation semble inquiéter les autres sphères financières telles que les banques centrales et multinationales. Bon, ce qui est sûr, les banques centrales ont d'abord un problème de gain, parce que ce n'est pas forcément dans le sens du contrôle, c'est plus les États qui veulent contrôler. Mais les banques centrales, combien est-ce qu'ils vont gagner dans les différentes transactions? C'est pour ça que certaines banques se positionnent sur certaines crypto-monnaies en investissant des sommes également importantes. Pour la banque centrale européenne, la crypto-monnaie n'est pas une monnaie, oui, Christine Lagarde l'a dit, qui c'est un actif très particulier. Par définition spéculatif, qui ne constitue pas une menace pour le monopole des banques centrales. Bon, on verra avec le temps. On verra avec le temps, mais si on voit déjà que des banques centrales en Chine avec le yuan, au Nigeria avec le INARA, commencent à s'y mettre, c'est parce que forcément ils sentent que c'est quelque chose. Et ils savent que s'ils s'amusent, ça va les dépasser. Parce qu'il y a vraiment une facilité à utiliser la crypto-monnaie. Même comme je vais sortir une vidéo dans quelques jours où je vais vous montrer un peu, je vais parler un peu des limites des crypto-monnaies. Parce qu'il y a aussi beaucoup de questions à se poser par rapport à ça, avec les crashs qu'on a connus, comme par exemple le Luna, et ainsi de suite. On reviendra dessus. Donc on dit, ok, en août, elle évoque un projet euro numérique. En fait, la BCE a parlé d'un projet d'euro numérique pour la Banque centrale américaine. La Fed, il y a d'abord question de risque. Ok, la plupart est un actif hautement spéculatif exposant les investisseurs à des pertes potentielles. Oui, en fait, l'investissement paie partout. C'est pas une raison, certes, mais en fait, la notion de risque, là, moi, je veux pas qu'on ramène toujours ça à tout moment dans le monde des crypto-monnaies. Certes, il faut les réguler, mais les crypto-monnaies ne sont pas plus risquées qu'autre chose où tu places ton argent. Les banques sont déjà fait pirater et tout. Donc, il suffit d'une bonne éducation pour que les utilisateurs savent comment manier leur portefeuille. Lorsque l'éducation est bonne et que vous utilisez une crypto-monnaie sérieuse, comme par exemple le Bitcoin, il n'y a presque aucun risque de hack. Vraiment presque. Parce que la blockchain, dans son essence, et lorsqu'elle est bien faite, avec une technologie de proof of work bien décentralisée, vous n'avez presque aucune chance de vous faire arnaquer. Surtout quand vous avez l'éducation financière, vous connaissez comment garder votre portefeuille, garder vos clés secrètes. Vous êtes quand même, on va dire, bien plus protégé qu'une banque traditionnelle. La crypto-monnaie pourrait être largement utilisée comme mécanisme de transaction dans la mesure où elles sont utilisées financières illicites. On a parlé de pourcentage. Dans les transactions financières illicites, la crypto-monnaie n'utilise même pas 5%. Si on essaye de voir en termes de pourcentage. Pour dire que illicitement, blanchiment d'argent et tout, on passe toujours par les moyens comme les banques, le cash. La crypto-monnaie n'y est même pas encore. Donc, c'est une façon extrêmement inefficace de mener les transactions et il y a les quantités d'énergie consommées. On fera une vidéo sur ça par rapport à la consommation d'énergie. Alors, je veux surtout pas que dans mon propos, on pense comme si j'étais, on va dire, un fanatique qui essaye tant bien que mal de défendre les crypto-monnaies. Parce que moi-même, j'ai beaucoup de limites par rapport à ces outils-là. J'ai beaucoup de limites par rapport à ça. Mais j'essaie toujours d'éclaircir les choses et de mettre des faits. Il ne faut pas voir ça comme si c'était une façon de supporter les cryptos. Donc on dit il y a des consommations d'énergie, même comme quand on fait le ratio avec le système bancaire actuel, le Bitcoin ne consomme rien du tout. Donc, et on va faire une vidéo sur ça où on va bien parler de cette notion d'énergie là. Pour la Fed, les monnaies virtuelles ne sont pas encore assez grosses pour influencer leur politique. Elles évoquent toutefois l'idée d'une crypto-monnaie pilotée par une banque centrale, $. Okay? Pour la banque centrale japonaise, le sujet doit être immédiatement étudié. Son gouverneur, Kuroda, déclarait déjà qu'il est important que la recherche sur le sujet soit approfondie. Je crois que le Japon a mis en place sa monnaie numérique pour lancer un programme d'émission de devises numériques. En effet, l'émission de devises numériques au grand public reviendra à ouvrir l'accès des banques, de la banque centrale à tout le monde. Et cette question nécessite d'abord de revoir le rôle et les prérogatives d'une banque centrale. Donc, je crois que le Japon a lancé une banque numérique, une monnaie numérique. Ça, il faudrait que je fasse des recherches dessus. Donc, laissez-moi en commentaire si vous avez l'information. On continue. La Banque d'Angleterre, pour la Banque d'Angleterre, la crypto-monnaie est une révolution. Là, vous voyez vraiment que dans ce domaine-là, les avis sont trop mitigés. Tantôt pour la Banque centrale japonaise, il faut trop l'étudier. Pour certains, c'est une arnaque. Pour certains, c'est n'importe quoi. Mais pour la Banque d'Angleterre, c'est une révolution. Donc, il faut vraiment faire vos propres recherches pour avoir vos idées précises par rapport à ça. L'institution britannique est plutôt en pointe sur la question. Très récemment, son gouverneur Mark
car on est à parler de révolution en puissance. Notamment pour les marchés financiers, elle a lancé en 2016 un incubateur de start-up sur la blockchain. Depuis 2016. Waouh! La technologie qui sécurise le Bitcoin. Pour carner le développement de cette technologie pourrait potentiellement déboucher sur le lancement à une date indéterminée d'une version numérique de la livre sterling. Vous voyez, toutes les banques centrales sont dessus, les gars. Toutes les banques centrales. Il faut vraiment entrer dans ce monde-là dès aujourd'hui. Pour la banque centrale chinoise, tout est question de régulation. Dès 2014, elle s'est lancée dans la création d'une crypto-monnaie nationale. Un projet qui serait très bien avancé tout en menaçant depuis 2018 d'interdire le Bitcoin sur son territoire. Ce qui a même été le cas finalement. Le directeur de la banque centrale chinoise a déclaré que ce stablecoin chinois devrait servir à terme à remplacer le yuan, permettant ainsi une surveillance accrue des utilisateurs de cette monnaie. Vous savez, en Chine, la surveillance, c'est la magie, c'est tout simplement la magie. Pour la Banque des États centrales d'Afrique centrale, la BEAC, sous la plume de Jacques Elundu, chef de service à la direction des systèmes et moyens de paiement, tout est une question de sécurité. La crypto-monnaie est une menace, particulièrement pour les banques. Pour lui, l'introduction de la monnaie numérique dans la banque centrale est celle envisageable, mais devrait faire l'objet d'une étude approfondie. La crypto-monnaie pourrait perturber le système bancaire existant. Bon, tout dépend de comment on l'insère dans le système bancaire existant. Moi, je pense que, pour dire vrai, la crypto-monnaie est une opportunité qui doit être encadrée. Opportunité qui doit être encadrée. Moi, je résume ça comme ça. Parce que la facilité d'utilisation, les coûts réduits. Je parle par exemple du réseau Tron avec l'USDT. Vous pouvez envoyer 1 milliard avec juste $1. Les coûts sont réduits. La facilité, la rapidité. Quand on voit tous ces éléments-là, on ne peut pas enlever cette utilité-là. Maintenant, il y a forcément, dans toute chose, on dit même les roses ont des épines. Dans toute chose, il y a toujours des limites. Il faut maintenant savoir comment encadrer ces limites-là pour que l'État ait aussi son mot à dire. Parce que, bon, on le sait, on veut être libre et tout, mais un État où on ne peut pas contrôler le blanchiment d'argent, où on ne peut pas bloquer le compte de quelqu'un si on est sûr qu'il est criminel, c'est aussi problématique. Donc, pour le Fonds monétaire international, le FMI, le grand FMI, les autorités de régulation doivent réagir à l'essor des crypto-actifs. Les crypto-actifs offrent une myriade de nouvelles possibilités. Mais ces nouvelles possibilités s'accompagnent des défis et des risques. Effectivement, notamment les risques de perturbation du système monétaire et risques budgétaires. Je rappelle aussi qu'en mettant même le système monétaire actuel, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de risques par rapport à ce qui était avant, au troc et autres. Donc, il s'agit d'implémenter et au fil du temps, on corrige les risques. Et on voit en général, moi je pense qu'il faut qu'on fasse la balance entre le risque et le gain. Le risque et le gain. Si on voit que le gain dépasse le risque, on implémente et on réduit le risque. Donc, somme toute, ok, donc pour essayer de résumer cette première partie-là, il faut retenir que les crypto-monnaies constituent un enjeu majeur pour le système financier, les banques centrales, les autorités de régulation. L'engouement qu'elles suscitent n'a pas vocation à s'estomper, forcément. Toutefois, force est de constater que la régulation est proposition majoritaire de tous les États. Ça viendra tôt ou tard. Maintenant, on constate que la majorité des autorités font des mises en garde et proposent des modalités d'encadrement pour proposer le marché et les investisseurs. Donc, on a déjà une idée globale de ce que c'est que la crypto-monnaie avec ces 4 premières parties-là. Donc, dans le grand 3, on va voir maintenant effectivement comment la crypto-monnaie se développe dans la zone CEMAC. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que, comme on l'a dit dès le début, on ne veut pas faire des vidéos trop longues pour éviter aussi que ce soit trop ennuyeux. On se retrouve dans la partie 5 dans quelques jours. Ciao.